Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon objectif est de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser, exploiter les sources biobibliographiques pour pouvoir proposer une structuration du milieu scientifique de Tlemcen à l'époque médiévale. Je vais, après l'excellente communication du professeur Blait, je vais passer sur la première partie donc, de l'introduction qui va donc du début des activités scientifiques en Orient, en la manière dont elles ont été introduites dès le départ. Donc, vous avez ici la tradition algébrique, après El-Khawarizmi, Abou Kamil, donc le célèbre algébriste égyptien du Xe siècle, et la manière dont ces connaissances scientifiques d'Orient sont entrées au Maghreb immédiatement après, à partir de Kairouan. Et alors ce qui s'est passé, c'est que vous savez que le milieu scientifique de Kairouan a été un milieu scientifique exceptionnel. Et alors ce qui s'est passé, c'est que immédiatement, donc à un moment donné, les Beni Hillel s'attaquent à Kairouan, et donc l'élite savante va émigrer. Une partie va venir à Mahdia, qui va devenir la nouvelle capitale du royaume zérite, et l'autre partie va venir à la Qal'a d'Ibn Ahmed, qui va devenir la première capitale du royaume berbère des Hamadites. Bref, à partir de ce moment, un certain nombre donc, de cités vont apparaître et devenir des pôles scientifiques. Vous avez ici le tableau des dynasties, des États et des empires maghrébins. Et donc, la Qal'a d'Ibn Ahmed, qui a été le premier centre urbain du Maghreb central, a été un centre d'enseignement très important. Nous avons des informations précises sur le lien qui a existé entre le milieu scientifique de cette cité et l'élite savante de Cairo. Bref, par la suite, les Beni Hillel vont s'attaquer à la Qal'a, et donc l'élite savante va venir à Béjaïa. Et donc c'est à partir de ce moment que Béjaïa va devenir une grande capitale sur les rives de la Méditerranée. Le royaume hamadite était un véritable État, avec son style architectural, avec sa monnaie, avec son armée, son administration. Et trois points sont importants à souligner. Port de commerce, vous savez, vous connaissez tous le produit phare, les fameuses bougies, qui s'appellent des bougies parce qu'elles étaient, les petites chandelles, elles étaient fabriquées à bougies, à base de cire d'abeille, centre d'enseignement supérieur. Et vous voyez ici ce qu'on appelle les princes de la science, parmi lesquels Sidi Boumedienne, que vous connaissez très bien. Et nous avons des informations précises sur les relais qui existaient entre Kairouan et Béjaïa à travers la Qal'a d'Ibn Ahmed. Et enfin, le dialogue interreligieux. Vous avez ici un document exceptionnel. Il s'agit de la lettre que le pape Grégoire VII avait envoyée au souverain hamadite de Béjaïa en 1076. Bref, à partir de ce moment, au Maghreb et en Méditerranée, un certain nombre de pôles intellectuels vont émigrer, parmi lesquels donc Marrakech. Vous savez, quand je parle de pôles intellectuels, il faut bien comprendre que dans ces cités, des activités scientifiques très importantes ont lieu. Vous voyez qu'à Marrakech, dès 1153, Ibn Rushd arrive à Marrakech, à Fès. En 1160, le célèbre mathématicien juif Maïmonide va s'initier aux mathématiques. Et au Maghreb, un certain nombre de personnalités de premier plan arrivent et travaillent. Le célèbre poète sicilien Ibn Hamdis, je passe très rapidement parce que mon collègue en a déjà parlé, Ibn Tumart, donc, qui passe d'abord à Mahdia en 1117 avant de s'installer à Bougie, et c'est là-bas qu'il va rencontrer Abdel Moumen. Sidi Boumedienne, bien sûr, dont l'action à Béjaïa a permis à la ville d'occuper une place éminente dans l'islam occidental.
Je vais ensuite vous dire quelle est l'origine de ces illustrations. Et le célèbre algébriste, El-Karachi, d'origine andalouse, mais qui a travaillé à Bougie et qui, selon Ibn Khaldoun, a réalisé le meilleur commentaire du traité d'algèbre du mathématicien égyptien Abou Khalil. Ibn Arabi, le célèbre métaphysicien qui a à Bougie une célèbre vision, mais qui va ensuite travailler à Tunis pour compléter son traité Insha al-Dawa'ir, le célèbre mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui va s'initier au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. El-Idrissi, qui va réaliser les voies de communication donc, du Maghreb, le célèbre philosophe catalan Raymond Lull, qui va disputer avec les savants de Béjaïa, et le pharmacologue Ibn al-Rumiya, le botaniste Ibn al-Baytar. Bref, ceux qui venaient à Bougie allaient ensuite à Tunis et allaient dans d'autres cités. Je vais m'attarder donc sur Marrakech parce que c'est une ville très importante. Vous savez que le célèbre astronome Abou Hassan Ali, qui va ensuite aller dans plusieurs villes, a travaillé donc à Marrakech. Alors, je vous ai dit, mon objectif, c'est de montrer comment on peut exploiter les sources biobibliographiques. L'ouvrage le plus important, c'est l'Unwan Diraya d'Al-Roubrini, qui concerne les savants de Béjaïa. Et alors, que fait Al-Roubrini? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser, donc le livre donne 108 biographies. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer les relations individuelles par des ensembles et il va faire apparaître une structuration, la structuration du milieu scientifique. Mais quelle est la particularité d'Al-Roubrini? C'est que lui, au XIIIe siècle, il vivait à Bougie et donc il a côtoyé la plupart de ses savants. Par exemple, ici, je présente donc le célèbre Ibn Sab'in qui va répondre aux fameuses questions siciliennes de l'empereur Frédéric II, mais également le médecin Ibn Andres, qui va devenir par la suite le médecin attitré du sultan de Tunis, Al-Mustansir. Et alors, Al-Roubrini a suivi les cours d'Ibn Andres, et Ibn Andres va le charger d'établir un classement des médicaments. Et c'est pour ça que lorsque ensuite on va s'intéresser, je passe sur tout ça parce que je n'ai pas le temps, mais lorsque on va s'intéresser aux sources biobibliographiques, il faut voir est-ce que la structuration est la même. Et alors j'en arrive maintenant à Marrakech. Pourquoi est-ce qu'il est très important de parler de cette ville? Tout simplement parce que à la fin du XIIIe siècle va vivre dans cette ville un personnage très important. Il s'agit du mathématicien Ibn al-Banna, donc qui n'était pas d'ailleurs simplement mathématicien, mais moi je vais me limiter donc à parler des mathématiques pour que l'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les personnages que je vais évoquer, vous les connaissez comme étant jurisconsultes, comme étant spécialistes de sciences religieuses. Et donc Ibn al-Banna va créer à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle une école très très importante. Et la plupart des savants du Maghreb vont venir là-bas, parmi lesquels un descendant direct des princes hamadites. Nous avons ici, regardez le diplôme que lui a délivré Ibn al-Banna. Vous voyez ici, il dit « J'autorise le jurisconsulte ci-dessus nommé à rapporter d'après moi mon livre, le Talkhis, A'mal al-Hisab, etc. » Et alors, parmi les élèves les plus célèbres d'Ibn al-Banna, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, il s'agit d'Al-Abili, ou bien Al-Abouli, le célèbre mathématicien de Tlemcen. Il s'agit d'un mathématicien, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, qui a été son élève à Tunis, va le préciser. Il va dire que c'était quelqu'un qui était passionné par les mathématiques. Et donc, que va faire Al-Abili? Il va à Tunis, puisque là-bas, donc il va avoir comme élève Ibn Khaldoun, mais il va venir aussi à Béjaïa, et où il va avoir pour élève un très important mathématicien tlemcenien qui s'appelle Al-Rabbani. Saïd Al-Rabbani était un mathématicien
il était qadi à Bougie, mais il a été ailleurs, il a été à Marrakech, il a été à Tlemcen. Et donc, l'Aqbani va faire également un commentaire sur le traité de Talkhis, et nous allons avoir une communication, donc, ou bien deux, sur ce personnage. Et je ne sais pas, je pense que c'est demain. Et alors, ce qui est important, c'est que le livre en lui-même, Talkhis, était un ouvrage qui était destiné à l'enseignement. Donc il n'y avait pas de démonstration. C'est pourquoi Ibn Benna va faire d'abord un premier commentaire dans lequel il va donner les démonstrations, mais il va également préciser quel était son projet mathématique. Et donc, Al-Aqbani va avoir à Tlemcen des élèves très célèbres qui sont très très importants. Le premier, voilà donc la source que vous connaissez tous, Al-Bustan, donc d'Ibn Maryam. La différence qui existe entre cette source et celui que je vous ai présenté au départ, c'est-à-dire al-Roblini, c'est qu'ici il s'agit d'une compilation de certaines notices qui ont été données par d'autres biographes tels que At-Timbukti ou bien tels que Ibn Farhoud. Et donc la structuration n'est pas la même. Bref, l'Aqbani, dans les communications qui vont concerner l'Aqbani, ne va pas aborder un des travaux les plus importants qu'il a fait, c'est de faire le commentaire du traité en sciences des héritages de l'algébriste Al-Karachi. Bref, donc va se mettre en place à Tlemcen une école de mathématiques très importante. Vous avez ici la liste. Je n'ai pas le temps donc de les évoquer, mais simplement Ibn Khaldoun, lui, en parle très bien. Et donc, en parlant d'Ibn Khaldoun, vous savez qu'en 2006, il y a eu dans le monde le 600e anniversaire de la fondation, de la mort d'Ibn Khaldoun. Il y a eu des manifestations un peu partout, et à Séville, il y a eu une exposition qui ensuite est venue à Alger, où des personnages très importants en rapport avec Tlemcen ont été illustrés. Vous avez ici Yahya ibn Khaldoun, le frère d'Abd-Rahman, et dont vous connaissez le travail sur Tlemcen. Mais voici également un personnage très important, Ibn Mansour al-Hafid. Bref, à ce moment-là, à Tlemcen, il y avait ces maîtres-là, donc Ibn Mansour et Ibn Zarou, et il y avait parmi les élèves Al-Qalasadi, le célèbre mathématicien andalou, le dernier des mathématiciens, qui a popularisé l'utilisation du symbolisme qui était utilisé au Maghreb et en Andalousie. Bref, Ibn al-Khatib également est venu à... Et il y avait parmi les personnages importants qui étaient là, Al-Habbak, le célèbre astronome. Je suis venu en novembre pour la rencontre d'astronomie et j'ai fourni à l'association Al-Habbakiya les copies des manuscrits d'Al-Habbak. Vous voyez ici, ça, qui existe en Arabie Saoudite, mais également en Égypte, ou bien, comme vous voyez ici, à la Bibliothèque nationale. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous voyez ici, cette copie-là du traité d'Al-Habbak sur l'astrolabe, elle ne comporte qu'une vingtaine de feuilles. Eh bien, le commentaire qu'on a fait chez Snoussi en comporte 200. Il en comporte une... bon, je passe sur tout ça pour en arriver à le rôle de Ibn Marzouk al-Jed dans le renouveau des études de fiqh au Maghreb. Ce qui est intéressant, c'est que donc, au début du XIVe siècle, le célèbre jurisconsulte Al-Mujdelli Nasr al-Din ramène d'Égypte le traité Ibn al-Hajib, et à ce moment-là, à Béjaïa et à Tlemcen vont se mettre en place tout un ensemble donc, de commentaires et d'abrégés. Vous voyez ici la silsila des disciples de Nasr al-Din Al-Mujdelli qui ont commenté à Béjaïa le Mukhtasar d'Ibn al-Hajib, et vous voyez que parmi eux, il y a d'abord ici Ibn Marzouk al-Jed, mais il y a également Saïd al-Aqbani et il y a Mohamed
El Mjdelli, qui va être ici à Tlemcen l'élève d'Ibn Zaro et d'Ibn Marzouk. Et vous voyez ici la silsila de l'école maghrébine de mathématiques qui ont commenté le traité d'Ibn al-Hajj. Et vous voyez qu'ici, il y a Cheikh Senoussi. Bref, je termine par la présentation. Vous savez qu'il y a maintenant à l'est et à l'ouest des institutions très importantes. Donc à l'ouest, il y a l'université de Zaytouna et à l'est, il y a la Qarawiyyin. Au Maghreb central, il n'y a pas d'institution de ce type. Et pourtant, dans certaines institutions, le travail qui a été fait ici à Tlemcen a eu des conséquences. Vous voyez ici une idée des Zawiya instituts qui existent dans la vallée de la Soumam et au sud-est de la Kabylie. Et vous savez que sur Cheikh Senoussi, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits. Ici, vous voyez une des lettres que m'avait envoyée mon ami Rabi Amimoun en 1994 à propos d'un colloque qui avait été fait sur Cheikh Senoussi. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la question qui est essentielle, c'est quelle est l'influence internationale de la Aqida as-Sughra de Cheikh Senoussi. Vous voyez ici une copie que nous avons découverte dans la bibliothèque de Cheikh Mouhoub, que nous avons découverte en 1994. Dans cette bibliothèque, nous avons trouvé une quinzaine de copies et de commentaires. Nous en avons même trouvé, vous voyez ici, en langue berbère, une traduction en berbère donc, de cette Aqida. Et plus que ça, nous avons également trouvé un commentaire de cette Aqida. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle est l'influence de Cheikh Senoussi en Kabylie. Parce qu'il n'y a pas simplement que la Aqida. Vous savez que Cheikh Senoussi a également fait un commentaire du célèbre traité de jurisprudence de Abdurrahman al-Walisi. J'ai ici une copie qui n'apparaît pas, c'est pas grave, j'ai terminé. Ce traité-là de jurisprudence a eu une influence très importante. Vous voyez ici les endroits où nous avons découvert des copies de ce traité. Eh bien, Cheikh Senoussi a été le maître d'un spécialiste de tasawwuf très important qui s'appelle Ahmed Zarruq al-Barnoussi, que vous connaissez certainement. Eh bien, Ahmed Zarruq al-Barnoussi a été, après Tlemcen, il a été travaillé à Béjaïa, mais ensuite il a été à la Zawiya Institut de Yahya al-Aidli à Tamoukra. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? À la demande de Yahya al-Aidli, il va commenter ce traité al-Walisiya. Et dans cette Zawiya, il va y avoir plusieurs commentaires qui vont être faits par des spécialistes en fonction de leur formation, de jurisconsulte ou bien de spécialistes de tasawwuf. Je voulais juste vous rajouter que ce que nous sommes en train de discuter ici à Tlemcen aujourd'hui est très actuel sur le plan scientifique international. Vous avez ici un numéro spécial du quotidien Les Échos, qui est un quotidien économique, où vous voyez, il a consacré au mois d'août 2010 un numéro spécial sur les âges d'or oubliés de l'époque. Et vous voyez, il y a un numéro qui concerne bougies, lumière du Maghreb. Je vous remercie pour votre attention. شكرا للأستاذ جميل على هذه المحاضرة القيمة والغنية التي جادت بنا في الحواضر المغاربية، مبرزا الروابط العلمية التي كانت بين هذه الحواضر، وخصوصا تركيزه على علماء الرياضيات الذين استفادت منهم هذه الحواضر في المغاربية. أشكره شكرا جزيلا. والمحاضرة لها كذلك امتداد اثناء المناقشات. لا شك ان الحاضرين الساده من الباحثين والعلماء والضيوف ومن الطلبه ان هذه المحاضره قد فتحت الشهيه، وان هناك تساؤلات لا شك كثيره جدا حول هذه الروابط التي كانت تجمع بين المدن المغاربيه في تلك الحقبه. شكرا للاستاذ الفاضل. و
تنتهي الجلسة الأولى